Donc nous avons abandonné tout à l'heure l'armée de réserve qui avait passé donc le col. Et nous allons retrouver notre Bonaparte. On revient un peu en arrière, si vous permettez dans le temps, le 12 mai. Bonaparte quittait Genève pour Lausanne, où il arrivait vers la fin de l'après-midi. Après avoir passé en revue les divisions Chambarlac et Loison dans la plaine de Saint-Sulpice, il se rendait à Villamont, où une maison confortable avait été préparée pour le recevoir durant son séjour à Lausanne. Je vous cite un article de M. Mojon, paru dans le Compteur vaudois en 1934. Je cite. « Le 6 mai, le bruit courait à Lausanne que le premier consul allait quitter Genève et se diriger sur notre ville. Or, il n'était même pas arrivé à Genève. Prévoyante, la municipalité de Lausanne ne s'occupe pas moins du passage possible de l'illustre personnage. Elle tient séance sur séance pour organiser les logements, ce qui est une grosse affaire, car outre le premier consul, il y aura 18 généraux à caser, on ne sait où et pour combien de jours. Et voici que nous lisons dans les procès-verbaux de la municipalité, le premier et le second étage de la maison du citoyen Steiner à la route d'Ouchy ont été choisis pour le premier consul. Le général en chef Berthier sera placé dans la maison du citoyen Rodolphe-Emmanuel de Haller en Étras. Les citoyens Saussure et Roquayrol, membres de la municipalité, ont été chargés de procurer les linges, meubles et effets nécessaires pour l'appartement du premier consul, en supplément à ceux que le citoyen Steiner pourra fournir. Les généraux et adjudants composant le quartier général ont été logés dans les maisons particulières, à même de les recevoir, la municipalité s'étant déclarée en permanence pour pourvoir à tous ces logements, ainsi qu'aux nombreux corps de troupes qui arrivent de l'intérieur de la France pour se rendre dans le Valais et pénétrer en Italie. La municipalité ne savait pas encore quand le premier consul serait dans nos murs, mais cela ne pouvait tarder puisqu'il était enfin arrivé à Genève et qu'apparemment il ne resterait pas longtemps dans cette ville où il était en train de donner le change au général Mélas en lui laissant croire qu'il s'occupait à des reconnaissances du côté du Mont-Cenis, bien loin du théâtre des opérations, alors qu'en réalité, Bonaparte se préparait à fondre à l'improviste sur lui après avoir traversé audacieusement le Grand Saint-Bernard. À 11h du soir, le 10 mai, la municipalité tient d'urgence une séance. Elle vient de recevoir la nouvelle que ses hôtes ont arrivé. D'autre part, la population, qui n'avait pas manqué depuis 1798 de s'apercevoir que les bienfaits de la liberté ne vont pas sans produire quelques inconvénients, faisait entendre ses doléances. Je cite. « Les particuliers propriétaires de fonds à proximité de Montbenon, où l'on a placé un troupeau de bœufs destinés à l'armée française, s'étant plaint que ces bœufs se sont répandus sur leurs possessions et les ont ravagés, la municipalité s'est déterminée à faire établir un parc pour contenir de 80 à 100 bœufs, de manière qu'ils ne puissent sortir et se répandre sur les propriétés et dans les côtes. D'autre part, on se plaignait de ce que les arbres de la promenade de Montbenon fussent rongés par les mulets de l'armée et par ce fait exposés à dépérir une fois dépouillés de leur écorce protectrice et nourricière. Autre chose, pour nourrir les milliers de soldats français, il fallait aussi avoir du pain en quantité suffisante. On réquisitionna les boulangers de la ville, ou plus exactement, on leur demanda combien ils pouvaient fournir de rations. En tout, cela faisait 23 boulangers et 7870 rations journalières de pain. Tout était prêt, enfin, pour recevoir dignement le premier consul. La nation, spécifiait-on, supportera les frais. La nation, c'est le canton du Léman. Notre hôte, l'illustre chef de nos grands alliés et protecteurs, doit avoir lieu d'être sous tous les rapports satisfait
de la réception qui lui aura été faite. Le préfet du Léman, Étienne-Henri Pollier, part donc accompagné du vice-président de la chambre administrative, de son lieutenant, du capitaine Forneret et de 2 hussards helvétiques. Au matin du 12 mai, il rencontre le carrosse du premier consul à un quart d'heure en deçà de Genève. Le capitaine Forneret, qui avait pris les devants, fit arrêter la voiture, écrit Pollier, dans son rapport à la commission exécutive. Je fus à sa portière, il la fit ouvrir, et je lui adressai le discours préparé par le citoyen Mousson. Le consul répondit avec bienveillance, mais brièvement. À Saint-Sulpice, il passe en revue les divisions Chambarlac et Loison, s'entretient aussi avec des spectateurs, les questionnant sur le pays et paraissant s'intéresser à ce qu'ils lui disent. Un témoin oculaire, le curé Jacotet d'Assan, écrit dans ses mémoires, je cite, « Bonaparte, dont le nom sera immortel, est un des hommes les plus petits de taille qu'on voit, bien taillé, proportionné, visage pâle, livide, veston basané, assez maigre, petits yeux gris enfoncés dans la tête, nez long, bouche large, cheveux courts châtain foncé, tirant sur le noir, mal peigné, portant chapeau large bordé d'or, habit bleu, veste, culotte et revers de l'habit rouge brodé d'or, en bottes. Je le vis passant ses troupes en revue à Vidi, entre Morges et Lausanne, dans le courant de mai 1800, allant en Italie par le Valais et le Saint-Bernard. Fin de la citation du curé Jacotet. Il entre à Lausanne l'après-midi vers 5 heures, aux acclamations de la foule, massé sur Montbenon et salué par des salves d'artillerie. Un fort détachement de milices avec un drapeau et la musique lui rendent les honneurs militaires. Le professeur Pichard, un témoin oculaire, spécifie que l'état-major de Bonaparte se composait des généraux Berthier, Murat, Marmont, au milieu desquels il marchait à la fin de la colonne. On conduisit le premier consul à la maison Steiner, devant laquelle se trouvait une garde de 100 hommes. 2 officiers municipaux l'attendaient pour lui présenter son logement, qui avait été préparé, soigné et pourvu de tout en meubles, linge, argenterie, ornements, fleurs, etc., par Madame Pollier et les citoyennes Cazenove et Steiner. La municipalité y avait fait placer une collation et des vins étrangers. Curieusement, il témoigna être fort content de son appartement. Toutes les précautions étaient prises pour que Bonaparte emportât un bon souvenir de son passage à Lausanne. On alla jusqu'à le soustraire au bruit que pouvaient faire des joueurs aux quilles. Écoutez plutôt. Considérant que le séjour du premier consul dans la maison Steiner pourrait être troublé par le bruit que les buveurs et joueurs aux quilles dans le cabaret du citoyen Pona qui est au-dessus de la cour de la maison Steiner, la municipalité a trouvé convenable de défendre expressément au citoyen Pona de recevoir qui que ce soit dans ce jardin depuis aujourd'hui et pendant que le premier consul habitera la maison Steiner. À quel effet? Il devra tenir ce jardin fermé. Fin de la citation. Le lendemain, 13 mai, dès Potrominet, il quittait Lausanne et arrivait à Saint-Maurice en Valais, où il passait en revue les troupes de l'avant-garde commandées par Lannes. Puis il eut un entretien avec le général Marescot, portant sur les difficultés qui attendaient l'armée au Grand Saint-Bernard. Il s'occupa aussi à vérifier de quelle façon l'intendance avait organisé les 2 hôpitaux de campagne placés de chaque côté du col. Cela étant réglé, il reprit la route, s'arrêta à Villeneuve, où l'on déchargeait les nombreuses barques qui amenaient toutes sortes de marchandises, puis, s'en retournant, il s'arrêta à Vevey, où il inspecta la division Boudet. Enfin, à minuit, il était de retour à Lausanne. Tout ça en voiture, en une journée. Le 14 mai, alors qu'il discutait avec Carnot, un courrier lui annonça que l'avant-garde de Lannes avait commencé à franchir le col du Saint-Bernard et qu'il éprouvait de grandes difficultés à faire passer l'artillerie, les affûts traîneaux n'étant pas adaptés aux rudes chemins qu'il fallait emprunter
pour gravir cette montagne. Heureusement, un homme du pays était venu à leur secours en expliquant qu'il suffisait de creuser des troncs pour y faire des auges, de façon à pouvoir y coucher les canons et avec plusieurs dizaines d'hommes encordés, les traîner comme des luges. Le lendemain 15 mai, Bonaparte convoqua Berthier et lui fit des remontrances sur l'équipement déplorable des soldats qui avaient défilé devant lui avec des chaussures usées et des armements déficients. Puis, se tournant vers les responsables de l'intendance, il les menaça de sévères sanctions s'ils ne remédiaient pas séance tenante à cette déplorable situation. Le 16 mai, en fin d'après-midi, il se mit en route et vers minuit, il parvenait à Saint-Maurice, où l'abbé Gaspard Joseph Exquis l'attendait à l'abbaye, où il passa la nuit. Le lendemain, aux premières lueurs du jour, dans le plus grand incognito, accompagné de son secrétaire Bourrienne, de son garde Roustam et de son valet de chambre Ambart, il reprit la route. Vers 10 heures du matin, il parvenait à la prévôté du Saint-Bernard à Martigny, où il avait décidé d'établir son quartier général. Accueilli par l'abbé Louis-Antoine Luder, il s'installa dans 2 petites pièces qui lui tinrent lieu de chambre et de bureau. Il y resta 3 jours à peaufiner ses plans de campagne, tout en vérifiant à ce que ses ordres fussent suivis à la lettre. Il faut dire qu'à ce moment, les événements se précipitaient. Dans le même temps où l'armée des réserves franchissait le Grand Saint-Bernard, d'autres armées s'étaient mises en route. L'armée du général Bettencourt se dirigeait vers le Simplon, celle du général Turreau vers le Montcenis et celle du général Moncey vers le Gothard avec 15 000 hommes. D'autre part, le premier consul devait surveiller la bonne marche de l'armée de réserve qui était en train de passer le Saint-Bernard. Pour que tout fonctionne bien et pour assurer le ravitaillement des soldats entre Martigny et le col proprement dit, on avait établi des dépôts à Lyde, à Saint-Pierre et au hameau de Praux. À partir de Saint-Pierre ou de Praux, le chemin devenant très étroit, l'on ne pouvait faire passer que 5 à 6 000 hommes à la fois. Tout cela exigeait beaucoup de rigueur, d'autant plus que, vu la saison et l'altitude, il n'était pas question de bivouaquer au sommet du col. Il fallait que la troupe effectuât d'une traite et en une seule journée le chemin entre Saint-Pierre et le village des Troubles, c'est-à-dire plus de 20 kilomètres. Toutefois, un arrêt avait été prévu à l'hospice pour se ravitailler et se reposer quelques instants. L'armée de réserve passa le col entre le 15 et le 20 mai dans un ordre bien précis, l'avant-garde de l'Âne les 15 et 16 mai, le corps principal, soit les divisions Loison et Boudet, les 17 et 18 mai, le grand quartier général avec Berthier le 17 mai, l'arrière-garde division Chambarlac et Monnier le 21 mai. Il semble que les 19 et 20 mai, il n'y eut que peu de mouvements de troupes au passage du col. De fait, lorsque Bonaparte empruntera le col, plus de 30 000 hommes et plus de 5 000 bêtes l'auront franchi avant lui. Le dimanche 18 mai, installé devant la prévôté de Martigny, Bonaparte regardait défiler la division Chambarlac, mais à la vue du nombre incroyable de femmes qui accompagnaient l'armée, il se mit en colère et ordonna de les renvoyer séance tenante à Lausanne. Il a même dit que « Est-ce que j'ai pris ma Joséphine ?» Il aura peut-être eu meilleur temps. Toutefois, il retrouva le sourire lorsqu'un coursier vint lui apprendre que l'avant-garde de l'armée s'était emparé d'Aoste. Aussitôt, il fit parvenir un mot au général Lannes. « Faites marcher sur barre au pas de course !» Puis il dicta à son secrétaire Bourrienne une lettre afin d'informer le gouvernement et le peuple français des exploits de son armée. Monsieur a déjà cité la phrase « Nous luttons contre la glace, la neige, les tourmentes et les avalanches. Le Saint-Bernard, étonné de voir tant de monde le franchir si brusquement, nous oppose quelques obstacles. Dans 3 jours, toute l'armée aura passé. » Dans une autre lettre adressée à sa très chère Joséphine, Bonaparte en rajoutait « Je suis ici depuis 3 jours au milieu du Valais et des Alpes dans un couvent de Bernardins. On n'y voit jamais le soleil, juge si l'on y est agréablement. »
Bien sûr, ces différents courriers travestissaient quelque peu la vérité. En fait, le climat avait été très mauvais pendant la marche des troupes de Dijon à Genève. D'ailleurs, le 7 mai, le général en chef Berthier l'avait fait savoir au premier consul, je cite, « La pluie qui est tombée a mis la moitié de l'armée pieds nus. Tous les corps crient après les souliers. » En effet, un déluge d'eau s'était abattu sur le Jura et sur le bassin lémanique. Les chemins étaient défoncés, les chaussures qui étaient de piètre qualité n'avaient pas résisté, et nombre de soldats étaient forcés de marcher pieds nus. Et en Valais, il en allait de même. Le général Mennoni de Puissières écrivait, je cite, que des grandes pluies et des chutes de neige m'ont empêché toute communication avec les vallées italiennes pour déterminer les effectifs de l'ennemi dans la région d'Aoste. En résumé, il avait fait un temps exécrable du 24 avril jusqu'au vers le 10 mai. Mais dès cette date, le soleil s'était imposé. La traversée du col par le gros des unités entre le 15 et le 21 mai s'était donc effectuée sans encombre et par un fort beau temps. Cependant, à partir du 24 mai, le temps s'était à nouveau gâté, mais cela n'avait plus d'importance puisque, à cette date, la plus grande partie de l'armée avait franchi le Grand Saint-Bernard. Le 19 mai, Bonaparte recevait un courrier envoyé par le général Berthier lui annonçant la prise de Châtillon qui lui ouvrait la route de la vallée de la Doire. Cependant, dans cette même missive, Berthier lui faisait savoir que le fort de Bar, qui ferme cette vallée quelques kilomètres en amont de Pont-Saint-Martin, semblait un obstacle imprenable. Mais pour Bonaparte, impossible n'était pas français. Prenant la plume, il lui répondit aussitôt « Tentez l'impossible, mais passez !» Puis, se tournant vers Bourrienne, il lui dit « Je m'ennuie, excusez-moi mon père, je m'ennuie dans ce couvent. » Maintenant, il parle de ses généraux. « Ces imbéciles ne prendront jamais le fort de Bar. Je veux aller voir moi-même. Ils me forcent à m'occuper d'une pareille misère. » Le mardi 20 mai, vers 1h du matin, Bonaparte, impatient, enfourcha son cheval et prit la route du Saint-Bernard. Vers les 8h, il prenait une collation à Lyde, chez le curé Frosis. Sitôt son café avalé, il reprit la route en direction de Bourg-Saint-Pierre, où il fit un arrêt buffet à l'auberge de la colonne Millière. Avant de partir, on lui présenta un jeune homme du pays, ça nous avons déjà vu, Pierre-Nicolas d'Orsat, qui allait lui servir de guide pour les quelques lieues qui le séparaient du col. L'on raconte, ça, qu'il lui sauva la vie quand sa mule glissa et manqua de chuter dans le ravin au fond duquel coulait la Drance. Arrivé au hameau de Pro, il retrouva 2 escadrons de dragons du général Harville qui devaient lui faire escorte. Enfin, après plusieurs heures d'une rude montée, il parvenait à l'hospice où les bons pères lui souhaitèrent la bienvenue et l'invitèrent à venir se restaurer. Puis, alors on le raconte, au pas de charge, il visita l'hospice, la chapelle, la bibliothèque et la morgue, où reposaient les corps de plusieurs voyageurs qui s'étaient égarés ou qui avaient été surpris par le froid. Encore une fois, il faut prendre ces descriptions qui sont assez tardives, avec une certaine circonspection, car l'histoire du passage de Bonaparte a été enjolivée tant par les acteurs de cette aventure que par les habitants du pays. Enfin, après ce bref arrêt, il était temps de repartir, car il fallait absolument rallier le village des Troubles avant la nuit. Aussi, après avoir salué et remercié les bons chanoines pour leur accueil, Bonaparte sortit sur le perron de l'hospice pour voir si tout était prêt. Ce fut à ce moment qu'un coursier lui transmit une lettre du général Berthier dans laquelle il l'avertissait que la garnison autrichienne qui occupait le fort de Bar, en fait elle comprenait essentiellement des Croates, commandés par le capitaine Bernkopf, résistait à tous ces assauts, et je cite la suite. « Citoyen consul, le château de Bar est un obstacle plus conséquent que nous ne le croyons, puisqu'il est impossible de faire passer l'artillerie tant que l'on n'en sera pas maître. »
À ce moment précis, il nous faut revenir en arrière de quelques jours. Nous savons que le général Lannes, qui commandait l'avant-garde, avait passé le col le 15 mai et avait réussi à s'emparer d'Aoste entre le 16 et le 17 mai. Puis, suivant les ordres qu'il avait reçus, sans perdre un instant, il avait enlevé le bourg de Châtillon, qui lui ouvrait toutes grands les portes de la vallée de la Dora-Baltea, qui conduisait vers le Haut-Piémont. Cependant, à mi-chemin d'Ivrea, un obstacle lui barrait la route, c'était le fort de Bar. Il faut se représenter ce qu'était cet obstacle. Pour cela, je vais vous citer M. Thiers, qui en fit la description dans son histoire du consulat et de l'Empire. Je cite: « En approchant de Bar, la vallée se resserre. La route, courant entre le pied des montagnes et le lit de la rivière, devient successivement plus étroite, et enfin un rocher qui semble tomber des hauteurs voisines au milieu de la vallée la ferme presque entièrement. La rivière coule alors d'un côté du rocher, la route passe de l'autre. Cette route, bordée de maisons, compose toute la ville de Bar. Sur le sommet du rocher, un fort, imprenable par sa position, quoique mal construit. Embrasse de ses feux, à droite, le cours de la Dora-Baltea, à gauche, la rue allongée qui forme la très petite ville de Bar. Des ponts-levis fermaient l'entrée et la sortie de cette unique rue. Une garnison peu nombreuse, mais bien commandée, occupait le fort. » Fin de citation. Mais il en fallait plus pour décourager le général Lannes. Aussitôt, il lança quelques dizaines de grenadiers qui, malgré un feu très vif, réussirent à s'emparer du pont-levis et à entrer dans la ville. Cependant, s'il avait réussi à faire passer quelques hommes, c'était une autre paire de manches que de faire passer sous le feu de l'ennemi toute l'armée et son matériel. La chose semblait impossible. Averti, le général en chef Berthier vint se rendre compte par lui-même de l'énorme difficulté qui se présentait. Le général Marescot fut appelé à la rescousse et, après avoir examiné le fort et le voisinage, déclara qu'il fallait d'une part hisser à bras quelques pièces de faible calibre sur les hauteurs voisines afin de pouvoir atteindre le fort. D'autre part, conscient que cette action n'aurait que peu de chances d'aboutir à une capitulation de l'ennemi, il préconisait de faire des reconnaissances de terrain sur la gauche du fort, c'est-à-dire sur la montagne de l'Albaredo, vous la voyez là, afin de voir s'il était possible de la gravir. Enfin, à force de chercher, l'on trouva un petit sentier qui, à travers 1000 dangers, permettait de contourner Bar. Toutefois, vu son étroitesse, il n'était pas question d'y faire passer l'artillerie. Mais le temps pressait et les réserves de nourriture diminuaient dangereusement. Berthier prit donc la décision de faire passer quelques unités d'infanterie et de cavalerie par un chemin muletier qui, partant d'Arnat, en amont de Bar, débouchait à Perlot, village proche de Saint-Martin, en aval de Bar. Vous voyez les dessinés en noir. Hein? Bien sûr, Berthier ne pouvait prendre seul cette décision, c'est pourquoi il écrivit à Bonaparte. Je cite: « L'infanterie et la cavalerie peuvent tourner le château en prenant un chemin de mulet qui va d'Arnat à Perlot. On est occupé à monter sur la montagne les 2 pièces de 3 que nous avons prises à l'ennemi. Nos pièces de 4 et obusiers sur affût traîneau ne sont pas encore arrivées. J'ai expédié ordre sur ordre. Si je n'étais pas maître du château de Bar le 23, je me trouverais fort embarrassé, n'ayant de subsistance que jusqu'au 24, c'est-à-dire le lendemain. Croyez que nous allons tout faire pour avoir ce maudit château, mais les vivres sont pour le moment un obstacle terrible à vaincre. Si cette lettre vous arrive dans un endroit où vous puissiez donner des ordres pour qu'il nous arrive du biscuit, rien n'est plus pressant, car la vallée est dépourvue de tout, surtout près de Bar, où elle est très resserrée et sans culture. Le château de Bar, par sa position et par lui-même, est hors de toute attaque de vive force. Il faut du canon
pour culbuter ses batteries et pour se faire un passage. J'ai fait placer 2 pièces de 8 qui ont canonné toute la matinée, mais sans effet réel. J'ai fait sommer 2 fois le commandant, qui m'a paru décidé à défendre sa place jusqu'à la dernière extrémité. Je donne en conséquence l'ordre au général Marescot de faire toutes les dispositions pour la prise de ce fort qui ne peut avoir lieu que par des batteries établies sur les hauteurs qui le dominent. J'ai pensé, comme vous, qu'il était nécessaire de faire passer une partie de l'armée en avant. J'avais déjà donné l'ordre au général Lannes de se mettre en mouvement. Il est à Saint-Martin et le général Boudet sera à Donaz. Je sens combien les moments sont pressants et la nécessité de présenter des forces en Italie afin d'opérer la diversion si nécessaire en faveur de Masséna. Le chemin par lequel je tourne le château de Bar est très difficile, même pour l'infanterie. Cependant, je risque d'y faire passer les 2 régiments de troupes à cheval de l'avant-garde. Depuis hier, on est occupé à y traîner à bras 3 pièces de 4 destinées à battre le fort, mais elles sont encore à moitié chemin de la montagne. Vous ne pouvez pas vous faire une idée des difficultés de tout genre que nous rencontrons. L'objet qui m'embarrasse le plus est celui des cartouches. Si nous avons 1 ou 2 affaires vers Ivry, nous n'aurions plus de moyens de remplacement. Quant à du canon, nous tâcherons d'en prendre. La position où se trouve l'armée mérite toute votre attention. La réponse du premier consul ne se fit pas attendre. Il fallait que Lannes, avec son infanterie et sa cavalerie, contournât le fort de Bar et fonça sur Ivrea afin de s'y établir fortement en attendant que la grosse artillerie pût passer. Il ajouta, dans le cas où notre artillerie ne pourrait pas le rejoindre, notre infanterie est suffisamment forte pour s'emparer de celle de l'ennemi. Ce contretemps ne pouvait qu'irriter le premier consul. De concert avec Duroc et Bourrienne, auxquels il dicta ses ordres, Bonaparte quitta l'hospice, d'abord à pied, puis en employant une luge. À Saint-Rémy, il retrouva son cheval et parvint ainsi à Étroubles, où il passa la nuit. Le lendemain, 21 mai, il se rendit à Aoste et prit ses quartiers au palais épiscopal. C'est de là que durant plusieurs jours, avec les généraux Berthier, Marescot et Loison, il dirigea les opérations pour faire sauter le verrou de Bar, faisant des allers-retours entre Aoste et Vers. Sur ces entrefaites, les choses s'accéléraient. Le général Thureau, avec 4000 hommes, avait réussi en passant par le mont Genèvre et le mont Cenis à s'emparer du fort de Suse, qui lui ouvrait la route de Turin. Le général Chabran, avec 6000 hommes, passant par le petit Saint-Bernard, était arrivé à Aoste. Il fut immédiatement dirigé sur Bar, dont il devait assurer le blocus. Le général Bettencourt, à la tête d'une brigade forte de 1000 hommes environ, passait le Simplon le 26 mai et marchait sur Domodossola et le lac Majeur. Le général Moncey, qui commandait un corps d'une quinzaine de milliers d'hommes détachés de l'armée d'Allemagne, franchissait le Saint-Gothard entre le 28 et le 29 mai. Pendant que les rares pièces d'artillerie qu'on avait installées sur les hauteurs s'occupaient à bombarder le fort de Bar, quelques centaines de travailleurs et de soldats aménageaient le sentier de l'Albaredo, élargissant les endroits trop étroits, creusant des marches quand les pentes étaient trop raides, jetant des troncs d'arbres pour former des ponts sur quelques ravins trop difficiles à franchir. Lorsque tout fut prêt, l'armée du général Lannes put alors passer, les soldats marchant l'un derrière l'autre, les cavaliers tenant leurs chevaux par la bride. Le 21 au soir, il était à Saint-Martin, et le lendemain, soutenu par la division Vatrin, il enlevait la ville et la citadelle d'Ivrea. Alors, profitant du désarroi des Autrichiens, Lannes poursuivit sa lancée en direction du sud. Le 26 mai, il battait le général autrichien Hadik sur les bords de la Chiusella, et le 28, il établissait son camp à Chivasso, sur les bords du Pô. Dans le même temps, alors que les troupes prenaient la route d'Ivrea en empruntant le sentier de l'Albaredo, l'on avait entrepris les opérations pour s'emparer du fort. Toutefois, et bien que l'on se soit assuré de l'unique rue
qui traversait la petite ville, l'on restait sous le feu continu de l'artillerie de l'ennemi, et chaque fois que l'on tentait un passage, plusieurs soldats se faisaient tuer. Pour Berthier et son état-major, cette situation était intolérable, car comment envisager de poursuivre la campagne sans artillerie? Des ordres furent donnés pour tenter de forcer coûte que coûte le passage. Ce fut ainsi qu'on réussit à faire passer quelques pièces. Écoutons Walter Scott nous en faire le récit dans sa vie de Napoléon Bonaparte. L'on était parvenu à exécuter cette manœuvre importante en couvrant les rues de terre et de fumier, en enveloppant de paille et de branchages les canons et les roues des caissons, et en le faisant traîner par des soldats avec le plus grand silence. Quoique la garnison ne soupçonnât rien de ce qui avait lieu, elle faisait feu parfois et elle tua ou blessa un assez grand nombre d'artilleurs. Ce qui prouve que si le feu des Autrichiens eût été vivement soutenu, les Français n'auraient jamais pu passer. Toutefois, le fort résistait toujours, et de cela, il n'en était pas question. Le 23 mai, à 2 heures du matin, depuis Verrès, le général Berthier s'adressa au général Dupont. « Donnez l'ordre au commandant d'artillerie de faire tirer aujourd'hui, à 7 heures du matin, toutes les pièces en batterie sur le fort pour lui faire le plus de mal possible. Les obusiers et les pièces de 8 tireront 4 coups par heure. Les pièces de 4 de la batterie haute en tireront 6 par heure. Ordonnez au général Loison de fournir un détachement d'une 50aine d'hommes à la batterie haute. Ces hommes se glisseront derrière les rochers pour tâcher de fusiller dans les embrasures de l'ennemi. Ils seront relevés toutes les 2 heures. Ordonnez également au général Loison de faire monter 100 hommes sur le rocher à droite de la Dora Baltea, d'où ils fusilleront les canonniers. Ces 100 hommes devront être relevés toutes les 2 heures, afin que leur feu soit très soutenu. Je me suis aperçu que c'était ce poste qui incommodait le plus l'ennemi. Le général Loison peut envoyer pour cela un bataillon entier au village sur la rive droite, ce qui donnera de l'inquiétude à l'ennemi. Il faudrait que quelques-uns de ces hommes, à la chute du jour, voient si la rivière est guéable en quelque partie. Il faut que le général Loison place des tirailleurs derrière les rochers et de tous les côtés, d'où l'on peut fusiller les embrasures ou les créneaux de l'ennemi. Il répète ça 2 fois. Il fera relever les tirailleurs de manière que le feu soit soutenu toute la journée. Ordonnez au général Marescot qu'il faut qu'il trouve des moyens pour que demain soir ou après-demain matin, nous puissions faire passer des hommes sur la rive droite de la Dora au rocher qui me paraît le plus accessible. Ne pourrait-on pas faire des radeaux en clouant des planches sur plusieurs échelles, en mettant des tonneaux dessous et des cordages pour les retenir? Il faut chercher tous les moyens par lesquels on pourrait escalader les ouvrages du fort sur différents points. Il est possible que demain ou après, je tente l'assaut. Le lendemain, 24 mai, Daoust, le général Duroc, aide-de-camp de Bonaparte, s'adressa au général de division Chabran. « Citoyen général, le premier consul désire que vous partiez aujourd'hui avec 2 demi-brigades de votre division pour vous rendre à Châtillon et aller demain devant le château de Bar dont vous ferez le siège. Le feu commencera sur tous les points à 8 heures du matin et sera continué avec vivacité jusqu'au moment où il sera nécessaire de faire reposer les canonniers. Le feu cessera encore à 6 heures du soir pour l'envoi d'un parlementaire. Il recommencera d'après les ordres du général Sérizia et 1 heure après, les troupes monteront à l'assaut. Un quart d'heure avant, l'artillerie interrompra son feu pendant 10 minutes et elle ne le recommencera que pour tirer 5 coups à poudre. Tous les tirailleurs, sous vos ordres, doivent faire le plus grand feu pendant la journée du 12 prairial, c'est-à-dire le 1er juin. Ils le cesseront absolument à 6 heures du soir.
vous ferez prendre au parc dans la journée les cartouches qui vous seront nécessaires. Si l'on parvient à se loger dans un ouvrage, il faudra y tenir ferme. L'attaque devant se faire pendant la nuit, il est très important d'établir le plus grand ordre et d'exiger dans tous les mouvements un silence exact. Il ne faut pas tirer un seul coup de fusil pendant l'attaque. La baïonnette seule doit agir. Enfin, le 2 juin 1800, le général Chabran pouvait annoncer la prise du fort, je cite, « Par le 13 prairial en 8, 2 juin 1800. Au premier succès de la division, je tiens ma promesse. Le 29 mai, j'avais été chargé par le premier consul et le général en chef du siège du fort de Bar, qui a rendu le passage de toute l'armée des plus difficiles. Hier matin, Bar est attaqué. Hier soir, il est réduit à capituler. Après avoir essuyé et rendu le feu le plus vif et le plus soutenu pendant toute la journée, et quand nous étions prêts à monter à l'assaut, ce qu'il y a d'heureux, c'est que nous n'avons pas un homme tué, seulement 2 blessés. La garnison, faite prisonnière de guerre, est d'environ 400 hommes. 18 pièces de canon et des approvisionnements conséquents tombent en nos mains. Nous nous mettons de suite en marche pour rejoindre la grande armée dont on annonce le quartier général à Milan. Le 26 au matin, Bonaparte quitta Verrès, contourna à pied le fort de Bar en empruntant le sentier de l'Albaredo, puis, enfourchant son cheval, il arriva à Ivrea. Sans tenir compte de sa fatigue et de celle de la troupe, il convoqua l'état-major et leur dévoila son plan. Il fallait descendre le plus vite possible sur Milan, de façon à couper les Autrichiens de leur base. Ainsi, comme le dit Adolphe Thiers, je cite, « 13 jours s'étaient écoulés et la prodigieuse entreprise du premier consul avait complètement réussi. Une armée de 40 000 hommes, infanterie, cavalerie, artillerie, avait passé sans route frayée les plus grandes montagnes de l'Europe, traînant à force de bras son matériel sur la neige ou le poussant sous le feu meurtrier d'un fort qui tirait à bout portant. Une division de 5 000 hommes avait descendu le Petit Saint-Bernard, une autre de 4 000 avait débouché par le Mont-Cenis, un détachement occupait le Simplon, enfin un corps de 15 000 Français sous le général Moncey était au sommet du Saint-Gothard. C'étaient 60 et quelques 1000 soldats qui allaient entrer en Italie, séparés encore les uns des autres par d'assez grandes distances, mais certains de se rallier bientôt autour d'une masse principale de 40 000 hommes qui débouchait par Ivrea au centre du demi-cercle des Alpes. Maître de la vallée d'Aoste, du Simplon et du Saint-Gothard, n'ayant désormais plus rien à cacher de ses intentions, le général Bonaparte vint à Chivasso, harangua les troupes et les félicita de leur fermeté. La suite est connue. Après la victoire de Marengo, 14 juin 1800, les Autrichiens subirent défaite sur défaite, d'abord en Italie, puis en Allemagne, avec la victoire de Moreau à Hohenlinden, près de Munich, le 3 décembre 1800. Alors, isolée et abandonnée par ses alliés, l'Autriche signa le 9 février 1801 le traité de paix de Lunéville. Pour clore cette conférence, il faut encore noter que très rapidement, comme nous l'avons déjà dit tout à l'heure, la légende s'empara de cet événement. La propagande fut utilisée à grande échelle pour glorifier les exploits de celui qui, de général Bonaparte, allait bientôt devenir l'empereur Napoléon Ier, à l'exemple du célèbre tableau de David représentant Bonaparte franchissant le Saint-Bernard monté sur un très bel étalon. Or, il faut le dire, nous n'en savons rien. La vérité est-elle dans le tableau de Delaroche ou dans celui de David? Fût-ce une mule ou un cheval? D'un côté, un moyen de transport certainement mieux adapté à des sentiers de montagne, de l'autre, la gloire. De fait, cela n'a guère d'importance, si ce n'est que cette expédition reste un exploit
Et si la légende s'en est emparée, c'est que très rapidement, elle est apparue comme telle. Alors, laissons à l'histoire sa part et à la légende la sienne. Je vous remercie. Je ne me lasse pas d'écouter, raconter l'histoire, parce qu'il y a des historiens, mais il y a des raconteurs d'histoire. Et je trouve qu'à certains moments, je trouve que c'est pas mal. Et je te remets ce livre qui est La guerre de Sonderbourg vue par le descendant de Dufour, dans lequel il y a des lettres justement de Dufour qui mériteraient qu'on les lise avec cette émotion-là. Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup. L'histoire du fumier à travers, pour faire passer l'artillerie à travers, c'est réel ou Oui. c'est la légende? Non, c'est réel, ça se faisait assez régulièrement. Assez régulièrement, Oui. oui. Quand il fallait passer un convoi de nuit discrètement, on tapissait les roues, on mettait tout ce qu'on trouvait pour amortir le bruit. Je fais juste un peu quelques remarques par rapport à la ville de Martigny, dont je suis un citoyen. Alors, dans la ville de Martigny se trouve un hôtel de ville, et à l'hôtel de ville de Martigny se trouve, entre autres choses, une tapisserie d'Aubusson qui a été réalisée d'après le tableau de David et qui a été magnifiquement restaurée. Et cette tapisserie d'Aubusson a été achetée à une vente aux enchères par André Morand, le papa de Louis Morand, qui est propriétaire de la distillerie Morand, et le grand-père du jeune homme qui était là tout à l'heure. Dans cet hôtel de ville, vous avez également, j'y ai fait allusion tout à l'heure, une magnifique verrière qui retrace l'histoire de Martigny, qui est une allégorie, etc., qui est la plus grande verrière laïque de Suisse, plus de 55 mètres carrés. À un jet de pied à l'hôtel de ville se trouve la prévôté, et dans la prévôté se trouve la chambre qui est pratiquement telle qu'elle. Jean-Pierre, tu ne vas pas me contredire, tu es chanoine. Quasiment à l'état où Napoléon a dormi pendant 3 nuits du 17 au 20 mai 1800. Et non loin de l'hôtel de ville également se trouve une bâtisse qui date du XVIIe siècle, qui s'appelle la Grand Maison, et qui est à l'époque du passage un hôtel. Et sur cet hôtel, d'ailleurs, une plaque commémorative a été posée sur la prévôté pour manifester la présence de Napoléon pendant 3 nuits. Et à la Grand Maison, non loin de l'hôtel de ville, non loin de la place centrale, il y a une plaque commémorative parce que c'est là qu'ont logé les généraux Marmont, Berthier, etc. Voilà. Et pour terminer, je vais suivre le pays à la parole. Il y a un grand absent aujourd'hui, c'est notre historien local, Léonard-Pierre Closy. J'allais en parler. Qui est un ami. Et Léonard, à l'initiative de Léonard-Pierre Closy, il a fait énormément pour l'histoire de la ville de Martigny. Et c'est un grand collectionneur, il a une collection extraordinaire sur tout ce qui concerne le passage de Bonaparte. Et il a, entre autres choses, fait baliser au mètre près l'itinéraire du passage de l'armée de réserve à Martigny en mai 1800. Voilà. Alors, surtout, le retour du fort de Bar demain, arrêtez-vous peut-être à Martigny. J'ai eu la chance d'être conduit par M. Clausoui, justement, avec notre société de souvenirs napoléoniens, délégation de Suisse, et qui nous a fait tout ce circuit, revivre tout ce circuit. Et nous sommes après venus ici, où nous avons été aussi voir le monument à Dessay, et nous avons passé une journée comme aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup.